Bonjour, dans cette vidéo, je vais expliquer les modes de transfert thermique, le flux et la résistance thermique, les étapes de numérisation et l'image numérique. Et je vais commencer par les modes de transfert thermique et le flux et la résistance thermique. Pour commencer, nous avons trois types de modes de transfert thermique qui sont premièrement la conduction. Dans ce cas, le réchauffement d'un corps va induire l'agitation des atomes de ce corps qui vont à leur tour agiter les atomes avec lesquels ils sont en contact jusqu'à ce que tous les atomes du corps seront réchauffés et donc seront agités, et donc le corps sera réchauffé. Le deuxième mode de transfert thermique est le mode de transfert thermique par convection. Ce mode de transfert thermique marche généralement avec les fluides, donc les gaz et les liquides. Et cela consiste que lorsqu'on réchauffe un fluide, les particules qui sont réchauffées vont avoir une densité qui diminue et par suite vont monter en surface, tandis que les particules qui sont encore froides vont descendre en profondeur dû à leur grande densité. Le troisième mode de transfert thermique est par rayonnement. Dans ce cas, chaque corps chaud émet un rayonnement infrarouge qui se propage dans toutes les directions et en contact avec d'autres corps va agiter leurs atomes et donc va induire leur réchauffement. Le flux thermique, c'est la quantité d'énergie qui traverse une surface par unité de temps. On peut représenter le flux thermique par l'équation mathématique suivante. Flux thermique égale à Q sur delta T, Q étant l'énergie qui traverse la surface et delta T étant l'unité de temps. Le flux thermique est exprimé en watts. La résistance thermique, c'est donc la capacité d'un corps à résister le passage de l'énergie thermique et donc du flux thermique. Celle-ci dépend de l'épaisseur du corps, du matériel utilisé pour la fabrication du corps et de la surface de contact. Cela nous mène à écrire l'équation suivante. Résistance thermique égale à épaisseur sur lambda fois S, l'épaisseur étant l'épaisseur qui est exprimée en mètres, S étant la surface exprimée en mètres carrés, et lambda étant la conductivité thermique qui est relative à chaque matériel. Il est important de noter que les résistances thermiques peuvent être additionnées. Maintenant, je vais passer aux étapes de la numérisation. La numérisation, c'est la transformation du message analogique, qui est le message communiqué entre les gens, à un message numérique, qui est le message compris et communiqué entre les ordinateurs. Afin d'effectuer cette conversion, le dispositif CAN, donc convertisseur analogique numérique, va capter le message analogique et va le transformer en une séquence de bits, donc en une séquence de 0 et de 1. Cette conversion est nécessaire pour le passage du message d'un destinataire à un destinataire. La première étape de la numérisation, c'est l'échantillonnage. L'ordinateur va capter le message analogique et va le décomposer en échantillons qui vont composer le message numérique. Les échantillons sont codés par des bits. Et plus il y a de bits par échantillon, plus un échantillon peut contenir plus d'informations. On peut donc modéliser cela par la formule suivante. Pour un échantillon ayant n bits, il peut contenir 2 à la puissance n valeurs différentes. On peut représenter l'échantillonnage par la fréquence d'échantillonnage, qui est en fait le nombre d'échantillons pris par l'ordinateur par unité de temps. La fréquence d'échantillonnage graphiquement représente le nombre de lignes verticales entre deux paliers par unité de temps, et c'est généralement l'abscisse. Il est important de noter que la fréquence d'échantillonnage doit être plus grande que le double de la fréquence du signal afin d'avoir un minimum de précision lors de la conversion. Maintenant, il y a la quantification. La quantification, c'est la comparaison entre le message analogique et le message numérique. Celle-ci peut être représentée par le pas de quantification, qui est en fait responsable de la quantité d'informations par échantillon. Le pas de quantification est inversement proportionnel au nombre de bits. Plus il y a de bits par échantillon, donc plus le pas de quantification est petit, et donc plus un échantillon peut contenir des informations. On peut représenter le pas de quantification par la formule suivante. Pas de quantification égale à plage des mesures sur 2 à la puissance n. La plage des mesures étant la valeur maximale ou la tension maximale des valeurs enregistrées,
et 2 à la puissance n étant le nombre de valeurs possibles par échantillon contenant n bits. Graphiquement, le pas d'échantillonnage, c'est le pas ou la distance entre deux paliers dans la courbe du message numérique. Et donc, plus le pas de quantification est petit, donc plus il y a de pas dans un échantillon, et par suite, plus il y a d'informations, et donc de bits donc d'informations par échantillon. Après la transformation du message analogique en message numérique, le message numérique va être transmis d'un appareil électronique à un autre et va ensuite être décodé par le second appareil électronique pour que le destinataire puisse le comprendre. Graphiquement, dans le graphe du message numérique, la fréquence d'échantillonnage c'est égal au nombre de lignes verticales entre deux paliers par unité de temps, tandis que le pas d'échantillonnage c'est égal à la distance entre deux paliers dans la courbe du message numérique. Maintenant, je vais passer à l'image numérique. Une image numérique est composée de pixels et chaque pixel est composé de 3 couleurs, le rouge, le vert et le bleu. Chacune des 3 couleurs est codée par 8 bits et par suite, chacune de ces 3 couleurs contient 2 à la puissance 8 qui est égal à 256 nuances possibles. Si on multiplie les nuances, donc 256 fois 256 fois 256, on obtient le nombre 16 millions qui correspond au nombre de nuances possibles dans une image numérique. Nous utilisons les pourcentages afin de trouver les nuances pour chacune des 3 couleurs primaires. Par exemple, prenons 70% du rouge. Cela est égal à 70% fois 256, qui est égal à peu près 184. Donc 70% du rouge égale à 184, qui est égal à une nuance des 256 nuances du rouge codée par 8 bits spécifiques. En faisant ça pour les deux autres couleurs et en combinant les 3 nuances ou les 3 codes de nuances obtenus, on va obtenir une nuance d'entre 16 millions de nuances possibles. Nous pouvons retrouver 3 nuances caractéristiques, qui sont le blanc, le noir et le gris. Dans le cas du blanc, on prend la nuance 256, donc la nuance maximale, pour chacune des 3 couleurs primaires. En les combinant, on obtiendra du blanc. Dans le cas du noir, c'est l'inverse. On prend la nuance minimale, qui est 0, pour chacune des 3 couleurs primaires, et on obtient 0 en les combinant. Et dans le cas du gris, on prend la même nuance pour les 3 couleurs primaires. Et donc, par exemple, on prend 50% du rouge, 50% du bleu et 50% du vert. En combinant la même nuance entre les 3 couleurs, on obtient du gris. Maintenant, je vais passer à la définition, la résolution et la taille d'une image. La définition de l'image, c'est le nombre de pixels en longueur multiplié par le nombre de pixels en largeur. La résolution d'une image, c'est le nombre de pixels par unité de mesure. Généralement, on utilise les pixels par pouce, 1 pouce étant égal à 2,56 cm. La taille de l'image, c'est en fait la résolution multipliée par la définition. Merci.